sur les principaux événements en Afghanistan le vendredi 18 juillet. Blasmi. Le ministère des Affaires étrangères des talibans a annoncé que l'accord d'étude de faisabilité pour le corridor aérien transafghan a été signé entre le ministère de l'Aviation civile des talibans et le ministère des Transports de l'Ouzbékistan, ainsi qu'avec le ministère des Chemins de fer et de l'Aviation du Pakistan. Cet accord a été signé à Kaboul en présence des ministres des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, du Pakistan et des talibans. Soyez attentifs au reportage exclusif sur ce sujet. Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement taliban a annoncé que le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, accompagné du ministre pakistanais des Chemins de fer, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, accompagné du ministre ouzbek des Transports, se sont rendus à Kaboul jeudi. Dans le domaine de la connectivité régionale, l'étude de faisabilité du grand projet transafghan est en cours d'examen. Selon Afizia Amatakar, porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères du gouvernement taliban, la signature du projet d'étude de faisabilité pour le chemin de fer transafghan entre les trois parties a constitué une étape importante de la visite d'une journée de C aux responsables des deux pays voisins de l'Afghanistan. Le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a également déclaré dans un communiqué de presse que l'objectif de ce projet est d'établir une ligne ferroviaire reliant l'Ouzbékistan au Pakistan via l'Afghanistan et de faciliter l'accès des pays d'Asie centrale aux ports maritimes pakistanais. Le communiqué a ajouté qu'en facilitant le commerce et le transit régionaux, ce projet devrait favoriser la stabilité, la croissance et le développement régional. Le ministère des Affaires étrangères du Pakistan affirme que la signature de l'accord d'étude de faisabilité pour ce projet entre les trois pays à Kaboul constituera une étape importante vers la mise en œuvre de ce projet. Le Transafghan est un projet de transport régional qui relie l'Asie centrale au Pakistan et à l'Asie du Sud en passant par l'Afghanistan. L'Émirat islamique d'Afghanistan ne dispose pas d'expertise, car les ministres sont renvoyés chez eux et des conseillers politiques sont appelés pour examiner la situation. En même temps, selon M. Takar, la tenue d'une réunion trilatérale entre les ministres des Affaires étrangères du gouvernement taliban, du Pakistan et de l'Ouzbékistan constituait une autre partie de ce programme. La réunion visait à parvenir à une entente politique et à trouver des solutions fondamentales aux défis entre les trois parties. Les relations entre l'Ouzbékistan et le gouvernement taliban se sont principalement développées dans les secteurs économiques et commerciaux au cours des près de 4 dernières années. Cependant, les relations entre les talibans et le Pakistan ont été marquées par des hauts et des bas ainsi que des tensions. Les médias britanniques ont rapporté que des informations concernant plus de 100 Britanniques, dont des espions des forces spéciales du pays, figurent parmi un vaste ensemble de données qui ont été publiées par erreur. Des médias, dont The Guardian et la BBC, ont indiqué que des détails sur des agents du renseignement britannique et des forces spéciales font partie des informations qui ont été rendues publiques. Portez attention au reportage exclusif sur ce sujet. La divulgation accidentelle d'informations concernant des milliers d'Afghans ayant travaillé avec les forces militaires britanniques et qui devaient être relocalisés au Royaume-Uni est devenue une grande controverse pour le gouvernement britannique. Désormais, les médias britanniques rapportent que des informations sur des centaines de Britanniques, y compris des espions des forces spéciales du pays, figurent parmi ce vaste ensemble de données divulguées. Cette information a été publiée dans les médias britanniques, citant des sources des forces de défense du pays qui souhaitent rester anonymes. Car hier, jeudi, un porte-parole du ministère britannique de la Défense a déclaré dans un communiqué que la politique du gouvernement est de ne pas commenter les forces spéciales. Des médias, dont le Guardian et la BBC, ont rapporté, citant des sources militaires, que des détails concernant des agents du renseignement britannique et des forces spéciales figurent parmi les informations qui ont été divulguées. Mardi, le gouvernement britannique a confirmé qu'un fonctionnaire de son ministère de la Défense avait accidentellement divulgué des informations concernant environ 19 000 Afghans qui cherchaient à être relocalisés au Royaume-Uni. Il est dit que presque toutes ces personnes ont travaillé avec le personnel militaire britannique dans le cadre des forces de l'OTAN. John Healey, le ministre britannique de la Défense, a déclaré devant le Parlement du pays que cet incident s'est produit en février 2022, 6 mois après le retour au pouvoir des talibans. Le journal britannique The Daily Telegraph a rapporté que les informations divulguées sont tombées entre les mains des talibans et, par conséquent, la vie de ces personnes est désormais en danger.
Cependant, le gouvernement taliban a déclaré hier qu'aucun des Afghans figurant sur la liste divulguée pour un transfert vers la Grande-Bretagne n'a été arrêté ni surveillé. Hamidullah Fitra, le porte-parole adjoint du gouvernement taliban, a déclaré hier, jeudi. Personne ne les a même vus, ni les jeunes ni les vieux. Personne n'a été arrêté ni poursuivi à cause de son passé. Les affirmations qui ont été faites après la publication de la liste sont fausses. Les services de renseignement n'ont pas besoin de poursuivre ces personnes car elles ont déjà été amnistiées. Tous leurs documents restent dans les ministères de la Défense et de l'Intérieur et nous n'avons pas besoin d'utiliser les documents britanniques divulgués. Nous utilisons nos propres documents officiels. Pendant ce temps, des organisations de défense des droits humains, y compris la mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, l'UNAMA, ont rapporté qu'après leur retour au pouvoir, les talibans ont arrêté, torturé et même tué des dizaines d'anciens militaires, de collaborateurs avec les forces étrangères et d'employés de l'ancien gouvernement. Des experts ont mis en garde contre l'épuisement des eaux souterraines de Kaboul et ont déclaré que la capitale afghane pourrait devenir la première ville à manquer complètement d'eau. Selon ce rapport, l'extraction d'eau dépasse actuellement la recharge naturelle des eaux souterraines de Kaboul de 44 millions de mètres cubes par an. Regardez notre reportage exclusif sur ce sujet. Les experts affirment que Kaboul pourrait devenir la première capitale au monde à manquer complètement d'eau. Les principales raisons en sont l'augmentation rapide de la population, le changement climatique et la mauvaise gestion de l'eau. L'organisation non gouvernementale Mercy Corps a indiqué qu'au cours de la dernière décennie, le niveau des eaux souterraines de Kaboul a baissé jusqu'à 30 mètres. Najibullah Sadid, un expert en gestion de l'eau qui vit actuellement en Allemagne, partage ses propres observations sur la baisse du niveau de l'eau à Kaboul. Nous avions une maison à Kaboul, dans un quartier qui, avant la construction de la maison, était un marécage. Il y avait tellement d'eau qu'elle s'élevait à 2 mètres au-dessus du sol. Après quelques années, le terrain qui avait été autorisé à la construction de maisons voyait, certains mois, le niveau de l'eau monter au-dessus du puits. Dans notre cour, l'eau coulait à même le sol. Aujourd'hui, si je parle de la cour de ma propre famille, plus de 140 mètres d'eau se sont asséchés. Si l'on y réfléchit, au cours des 2 dernières décennies, le niveau des eaux souterraines a baissé d'environ 140 mètres et c'est vraiment une catastrophe. La demande en eau souterraine dans la ville de Kaboul est très élevée. Les habitants de Kaboul extraient chaque année 44 millions de mètres cubes d'eau des sources souterraines, soit le double de la quantité d'eau qui peut être reconstituée sous terre. La population de Kaboul, qui était d'environ 2 millions en l'an 2000, a maintenant dépassé les 6 millions d'habitants. Najibullah Sadid affirme qu'une grande partie de l'eau de Kaboul est consommée dans les serres et par les principales entreprises de production de boissons. Nous avons installé plus de 400 hectares de serres maraîchères à Kaboul. Celles-ci doivent être déplacées. En dehors de Kaboul, il n'y a pas d'eau à Kaboul. Tout cela, les habitants de Kaboul l'utilisent à partir de l'eau souterraine de Kaboul. Il y a des entreprises de boissons, il y a de très grands bassins d'excavation, il y a de très grands compteurs d'eau. Tout cela relève d'une mauvaise gestion et il faut prendre des mesures sérieuses à ce sujet. Selon M. Sadid, rien que la société Alakouzé, qui est le plus grand producteur de boissons non alcoolisées à Kaboul, utilise environ 1 million de mètres cubes d'eau souterraine de Kaboul. Les Nations unies ont déclaré que si des mesures urgentes ne sont pas prises, l'eau souterraine de Kaboul sera complètement épuisée d'ici 2030, ce qui représente un risque mortel. Cela entraînera également une migration massive depuis Kaboul. Ramatullah, un habitant de Kaboul qui avait autrefois un puits chez lui, doit maintenant attendre les camions-citernes et acheter de l'eau. Des centaines de mètres de boue et de limon. Nous avions creusé un puits de 40 mètres. Ce n'était pas seulement nous. Les voisins avaient aussi creusé des puits similaires. Maintenant, l'eau s'est tarie et nous faisons face à une grave sécheresse. Chaque jour, nous attendons que le camion-citerne vienne nous apporter assez d'eau pour que nous puissions régler notre problème. Nous avons demandé au gouvernement de trouver une solution à ce problème qui est le nôtre. Il y a aussi de nombreux habitants de Kaboul qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau, au point que, selon un habitant de Kaboul, certains doivent même choisir entre la nourriture et l'eau. Cet habitant de Kaboul, qui a préféré garder l'anonymat dans ce reportage pour des raisons de sécurité, a déclaré qu'il gagne 21 000 afghani par mois et en dépense au moins 5 000 rien que pour l'eau.
Il explique qu'en plus de subvenir aux besoins d'une famille de 10 personnes, payer autant d'argent pour l'eau est très difficile pour lui. Un autre problème en Afghanistan est la pénurie d'eau potable. Selon les Nations unies, 80% des Afghans n'ont pas accès à une eau propre et potable. Les experts affirment que dans de nombreux quartiers de Kaboul, l'eau souterraine a été contaminée par les puits d'eau usés et est désormais toxique. D'après la Banque mondiale, avant que les talibans ne reprennent le pouvoir en Afghanistan en 2021, le gouvernement républicain aujourd'hui dissous avait reçu près de 4 milliards de dollars de la part de donateurs internationaux pour investir dans le secteur de l'approvisionnement en eau. La Banque mondiale affirme que malgré ces dépenses importantes, le système d'approvisionnement en eau reste très rudimentaire et inefficace, non seulement à Kaboul, mais dans tout l'Afghanistan. Cependant, les experts estiment qu'il est encore possible d'améliorer la situation à Kaboul. Najibullah Sadid fait partie de ces experts. Eh bien, malheureusement, pour de nombreux aquifères, la situation ne redeviendra jamais totalement comme avant, mais nous avons encore une chance avec les aquifères profonds. La solution actuelle que nous pouvons mettre en œuvre consiste à approvisionner Kaboul en eau depuis l'extérieur de la ville, et l'une des études menées, celle de la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, a montré que les aquifères de Zia, alimentés par 3 rivières, Chaland, Corvon et Panchir, pourraient être utilisés pour approvisionner Kaboul en eau. De cette manière, d'une part, nous pouvons réduire la pression sur les aquifères de Kaboul et d'autre part, donner à ces aquifères la possibilité de se rétablir et de se recharger progressivement avec le temps. En avril, le ministère de l'Énergie et de l'eau du gouvernement taliban a déclaré qu'il attendait l'approbation du budget de l'État afin de mettre en œuvre le projet de transfert d'eau du bassin hydrographique du Panchir vers Kaboul, tout en précisant que ce projet nécessiterait environ 170 millions de dollars d'investissement supplémentaires. Cependant, à long terme, M. Sadid suggère que les travaux sur le barrage de Chatu, situé à 30 km au sud-ouest de Kaboul, devraient être achevés. On prévoit qu'une fois les travaux du barrage de Chatu terminés, de l'eau potable sera fournie à 2 millions d'habitants de Kaboul. À long terme, tant que le barrage de Chatu n'est pas construit, je pense que les ressources ici sont très limitées, surtout dans la région de Kaboul. Tant que le barrage de Chatu n'est pas construit, nous ne pouvons pas créer d'aquifères ou de zones d'absorption artificielle qui nous permettraient de recharger la nappe phréatique. Ces dernières années, des organisations d'aide, dont le Comité international de la Croix-Rouge et l'UNICEF, ont entrepris un certain nombre de projets pour fournir de l'eau potable à des centaines de milliers de personnes. L'un de ces projets a consisté en l'installation de 1315 pompes à eau manuelle et de 1888 dispositifs de purification de l'eau qui ont été mis en place dans plusieurs provinces d'Afghanistan. Mais malgré tous ces efforts, il semble que si des mesures urgentes ne sont pas prises, Kaboul pourrait faire face à une grave crise humanitaire. Cela signifie que 3 millions de personnes, soit près de la moitié de la population de Kaboul, seront contraintes de quitter la capitale. Depuis 2014, le 17 juillet est célébré comme la Journée mondiale de l'émoji à travers le monde, une date choisie pour reconnaître le rôle remarquable que jouent ces petits symboles picturaux dans la culture numérique et la communication en ligne. Aujourd'hui, les émojis servent de langage universel sans frontières, transmettant des émotions et des idées au-delà des limites linguistiques, rendant le monde virtuel plus vivant et plus humain. Dans ce reportage spécial, nous examinons l'origine, l'impact et les émojis les plus populaires de 2024 et nous revenons sur leur importance dans la communication actuelle. De nos jours, les émojis ne servent pas seulement à exprimer des émotions, des pensées et des humeurs, mais sont aussi utilisés pour rendre les conversations écrites plus attrayantes, notamment sur les téléphones portables et les réseaux sociaux. Mais même dans les emails, y compris les courriels officiels, ils sont utilisés. Mais qui a créé cet emoji et comment? Mujiba Rahman Iman, une utilisatrice afghane, a déclaré lors d'une interview. En 1999, les Japonais ont eu cette innovation. Ensuite, un scientifique japonais nommé Shigetaka Kurita a conçu les émojis de manière systématique. Petit à petit, cela s'est développé en l'an 2000. Ils sont devenus plus colorés, plus beaux, et finalement, l'iPhone, Windows et Microsoft les ont ajoutés à tous leurs systèmes. Selon les informations du site Wikipédia, le scientifique japonais Shigetaka Kurita a conçu systématiquement 172 émojis en 1999. D'après ce site,
Les émojis ont traversé différentes étapes de croissance et de développement au cours des 24 dernières années. Sarah Saed, une jeune peintre, considère les émojis comme un langage visuel et souligne que ces symboles peuvent jouer un rôle important dans l'expression des émotions. Sarah ajoute également que les émojis sont efficaces pour refléter la personnalité des gens. Quand il s'agit d'exprimer ou de montrer notre personnalité, cela peut aussi avoir une âme. Par exemple, les marques et les individus peuvent utiliser des émojis pour montrer leur personnalité et créer un lien plus fort ou plus intime avec leur public. Les Afghans utilisent également largement les émojis dans leur communication quotidienne et leurs activités numériques. Cependant, il arrive parfois que ces symboles soient mal utilisés, ce qui entraîne des malentendus et des blessures émotionnelles. Ahmad Shah, un habitant de Kaboul, partage une histoire sur la mauvaise utilisation des émojis. L'un de nos amis avait perdu son père et un autre ami voulait lui envoyer un émoji triste. Mais à la place, il a accidentellement envoyé un émoji qui rit, ce qui a causé beaucoup de gêne pendant un bon moment. Il est à noter que le drapeau national tricolore de l'Afghanistan, désormais interdit par les talibans, est toujours disponible parmi les émojis de drapeau. L'émoji calendrier affiche la date du 17 juillet, qui se trouve être aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui est célébrée comme la journée mondiale de l'émoji dans de nombreux pays à travers le monde. Cependant, cette célébration, qui existe sous cette forme depuis 2014, n'a pas de statut officiel. Nous arrivons à la fin de ce bulletin d'actualité. C'est le moment de conclure notre présentation des informations du jour. Nous espérons que vous avez trouvé ces nouvelles intéressantes et informatives. Merci de nous avoir suivis pour cette édition de l'actualité.